Alors maman, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Catherine Landy, puéricultrice, ex-directrice de crèche et présidente de l'association La Cause des Pitchouns, que j'ai cofondée avec deux anciennes collègues de la crèche du Phare à Marseille, Antonia Mastroianni et Sonia Wafi, auxiliaire de puériculture, qui d'ailleurs est devenue, quelques années après, éducatrice de jeunes enfants. Quel est l'objectif de l'association? L'objectif est de promouvoir la petite enfance, aider le public et les professionnels à mieux comprendre le développement du jeune enfant pour répondre à ses besoins et pour favoriser au mieux son épanouissement. Alors juste pour comprendre, le jeune enfant, c'est quoi exactement? Alors c'est l'enfant de 0 à 3 ans. D'accord. Qu'est-ce qui est au cœur des réflexions de l'association? Alors c'est certainement l'essor considérable des neurosciences qui est apparu au cours de la décennie 2010 et en particulier à partir de 2016 où il y a eu vraiment de très nombreuses découvertes et qui se sont concrétisées par la parution de nombreux articles et ouvrages spécialisés donc de la petite enfance sur le sujet. Comme quoi par exemple? Alors, il y en a eu beaucoup. Il y en a deux en particulier, puisque nous les avions dans la bibliothèque de la crèche, qui est Petite enfance et neurosciences et pratiques pédagogiques à l'appui de la recherche. D'accord. Je rajoute qu'en 2016 est apparu également le rapport de la psychologue Sylviane Giampino sur le développement du jeune enfant, les modes d'accueil et la formation des professionnels. Et ce rapport avait été établi également en 2016 à la demande de la ministre d'alors, ministre des Familles, de l'Enfance et des droits des femmes, dont Laurence Rossignol. 2016, c'était une année très marquante alors. Oui, très marquante parce qu'elle a mis en lumière les avancées des neurosciences affectives de façon très importante et la nécessité de les prendre en considération pour le bien-être des tout-petits. D'accord. Et donc nous travaillons toutes les trois ensemble et nous avons mis tout en œuvre avec le reste de l'équipe pour progresser dans l'accueil des bébés en nous emparant de toutes ces données. Ces découvertes ont d'ailleurs été une aubaine pour nous car elles ont appuyé le travail que l'on avait déjà commencé. Et donc du coup, quand on dit neurosciences, c'est quoi exactement? C'est une discipline qui explore la structure du cerveau et son fonctionnement, notamment la naissance des émotions. Et elles ont permis aussi de découvrir la notion de plasticité cérébrale. D'accord. Quand tu dis plasticité, ça veut dire que le cerveau se modèle. Oui, il se modèle, il se modifie, il évolue en bien ou en mal. Et il apprend énormément. Et ça a montré également la complexité du cerveau humain. Ces sciences ont permis d'observer notamment que l'environnement dans lequel évolue le jeune enfant a un impact sur son cerveau au niveau du lobe frontal, en particulier du cortex préfrontal qui se trouve à l'avant du cerveau. Il est le siège des fonctions cognitives supérieures, donc du langage, de la pensée, la mémoire, le raisonnement, la résolution de problèmes et aussi de la naissance des émotions. Alors quand on dit ça, du coup, qu'est-ce qui est primordial pour un jeune enfant? Eh bien, ce qui est primordial, c'est de savoir que les fondations du cerveau s'élaborent dès la naissance et ces fondations doivent être solides pour que son développement soit optimal. Il est donc évidemment largement préférable que le bébé baigne dans un bon environnement. Le cerveau apprend à tout âge, mais il faut savoir que la période de 0 à 3 ans est très riche, ainsi qu'à l'adolescence. Mais on apprend malgré tout jusqu'à la fin de sa vie. On ne sait pas tout sur le cerveau, même les neurologues le disent, mais il est bon d'avoir au moins une idée de sa complexité. Le circuit neuronal et les synapses interagissent au gré des expériences vécues et répétées qui permettent au bébé de se représenter le monde petit à petit. Alors qu'est-ce qui serait néfaste pour le jeune enfant, par exemple? Bien, rien n'est irrémédiable, heureusement, mais qu'un bébé se trouve carencé affectivement et qu'il soit dans un environnement peu stable émotionnellement et où il y a peu d'attention prévenante envers lui. Donc cela va nuire bien sûr à son fonctionnement cérébral qui va se modifier à cause de stress répétés et qui vont entraîner une production trop importante de cortisol.
C'est quoi le cortisol? C'est ce qu'on appelle communément l'hormone du stress. Donc elle existe bien sûr, enfin, elle a un taux, lorsque son taux est normal et modéré, il est tout à fait utile justement en cas de stress. Mais quand il y a trop de stress, trop d'anxiété, ça va pouvoir et sûrement détériorer certaines zones du cerveau. Parce que l'augmentation du taux de cortisol agit sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui est une zone du cerveau, et ça va sûrement entraîner une destruction partielle des neurones. L'enfant devient alors hypersensible à cause de son environnement, et malheureusement il va ressentir de l'anxiété et ou de l'angoisse et de la dépression. Comment on évite tout ça alors? Eh bien, en faisant l'effort de comprendre le jeune enfant, d'être empathique et bienveillant, de répondre à ses besoins, de se placer de son point de vue. Les troubles du développement sont heureusement réversibles dès que l'enfant change d'environnement, mais le mieux est évidemment de prévenir ces troubles en préservant le jeune enfant, toujours avec empathie et bienveillance, et en le réconfortant, le consolant en cas de chagrin et en ne le laissant pas pleurer. Oui, mais alors quand ils font des caprices, par exemple. Des caprices, non, les bébés ne font pas des caprices. Alors d'abord, disons, définissons un petit peu ce qu'est un bébé. C'est un enfant de la naissance à 2 ans et demi. Donc c'est ce qu'on appelle un nourrisson, communément le nourrisson, donc qui peut être un enfant jusqu'à 2 ans et demi, mais qui marche évidemment, qui parle, qui semble très, très développé. Mais sur le plan de ses capacités émotionnelles, le cerveau est encore très immature et il peut vivre de véritables tempêtes émotionnelles si l'adulte n'est pas là pour le calmer, l'apaiser, le réconforter. Donc parce que de ce côté-là, le cerveau est loin d'avoir fini sa maturité. Donc concernant les caprices, pour y revenir, on ne peut pas reprocher à un enfant de 2 ans, par exemple, d'en faire, parce qu'il n'a pas la maturité cérébrale pour cela. Il ne peut pas non plus provoquer l'adulte. D'accord. Et donc du coup, c'est à partir de quel âge qu'il atteint cette fameuse... Enfin, qu'il démarre, il initie cette maturité? Disons, voilà, à partir de 4 ans, on peut dire que l'enfant peut essayer d'obtenir quelque chose par un caprice, bon, toujours entre guillemets quand même. Mais pour dire cela, il faut nous baser sur la théorie de l'esprit, qui est une capacité cognitive qui est acquise par l'enfant aux alentours de 4 ans. Elle lui permet de commencer à comprendre et à prédire les réactions, les points de vue des autres et aussi les états mentaux des autres personnes, et donc à mieux comprendre également leur comportement. Et pourtant, bien avant 4 ans, les enfants ils sont quand même capables de repérer chez l'adulte son mécontentement, par exemple. Oui, c'est vrai qu'ils le voient et qu'ils comprennent quand leur parent, par exemple, n'est pas content, mais ils n'ont pas pu le prédire. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'à 2 ans, un enfant va provoquer son parent ou faire exprès de le mettre en colère. Voilà, donc par ailleurs, à la crèche, on voit des petits de tout juste 20 mois qui vont aller donner son doudou à un enfant qui a du chagrin. Donc ils reconnaissent l'émotion de cet enfant et ils ont de l'empathie. Mais à un autre moment, ils sont capables également, ces petits de 20 mois ou plus, de faire pleurer un enfant en lui prenant son jouet. Donc, mais tout ça fait partie du développement normal. Donc du coup, on peut comprendre qu'un enfant va bien ou mal par l'observation, mais est-ce qu'on peut aussi le mesurer de manière biologique? Oui, et bien pour voir s'il va bien, évidemment s'il n'est pas que par ça, mais on peut mesurer le taux d'ocytocine, qui est une hormone également et qui est appelée l'hormone du bien-être, voire du bonheur, l'hormone de l'attachement aussi. Donc elle est sécrétée au niveau de l'hypothalamus, qui est au cœur du cerveau, et c'est le siège des fonctions métaboliques comme la faim et la soif, le sommeil, la croissance. Voilà, l'ocytocine est toujours associée à un état mental apaisé, au bien-être et à une intimité relationnelle. C'est un puissant anxiolytique naturel. Elle diminue le stress quand il n'est pas répété et durable.
Sinon, c'est le cortisol qui va prendre le dessus. D'accord. Et elle permet de réguler les émotions, notamment l'absence de la figure d'attachement principale, qui est le parent en général. Et donc, elle permet à l'enfant qui est quand même déjà sécurisé affectivement, l'ocytocine, de, de se comporter comme si sa figure d'attachement était présente. Donc en fait, la découverte des neurosciences permet de mieux comprendre les jeunes enfants et de mieux répondre à leurs besoins. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ces découvertes aident à comprendre donc les réactions parfois vives des jeunes enfants et leur comportement, et du coup à les aider à aller mieux en cas d'émotions très fortes, de colère ou de chagrin. Donc ça peut arriver aussi bien dans le milieu professionnel, à la crèche notamment, qu'en famille. Donc c'est pour ça qu'elles ont aussi un intérêt autre que professionnel. Les bonnes rencontres, les expériences, les relations avec l'entourage, les relations sereines, disons, modifient en profondeur le cerveau de l'enfant sur le plan affectif et intellectuel. Et ce qui est très important aussi par rapport aux neurosciences, c'est qu'elles ont aidé à combattre les idées reçues sur justement les réactions des jeunes enfants, comme les caprices dont on a déjà parlé, qui est un mot quand même inapproprié, il faut le dire, employé par beaucoup d'adultes pour qualifier un comportement du jeune enfant parce qu'ils ne comprennent pas son comportement. Et en plus, cette notion de caprice est alimentée par des croyances un peu presque universelles, mais fausses. Donc les neurosciences ont aussi permis de lutter contre les injonctions et exigences parentales ou des adultes en général, quand ils disent à l'enfant ne bouge pas, reste assis, Dis merci, parle dis moins bonjour. fort, voilà, par exemple, qui sont délétères pour le cerveau. D'accord. Je t'ai déjà entendu dire que l'enfant est un scientifique, non? Oui, mais c'est vrai, le bébé est un scientifique, un chercheur, un explorateur, un expérimentateur, certains disent même un mathématicien. Voilà, tout ça, bien entendu, c'est sous réserve qu'il soit dans un environnement favorable. Les neurosciences ont confirmé cette aptitude du nourrisson. Il est capable aussi de faire des prédictions. Alors particulièrement, ça c'est aussi une découverte des neurosciences, que lorsqu'il a pu tester des actions qui se sont répétées 3 fois de suite, il est capable après de les prévoir et de se dire aussi qu'elles vont se reproduire. Et ça nous a d'ailleurs servi en crèche à reformer, reconstruire notre période d'adaptation, c'est-à-dire quand les enfants entrent à la crèche, que l'on appelle d'ailleurs maintenant période de familiarisation, pour que les trois premiers jours soient exactement à l'identique. D'accord. Pour qu'arrivé au 4e jour, l'enfant se repère au mieux et s'y retrouve plus facilement. Donc le bébé trie les informations en fonction de ce qui est familier, ce qui est nouveau, à savoir que le jeune enfant a besoin de beaucoup plus de pareil que de pas pareil pour s'y retrouver. Il sait classifier, faire des hypothèses, il évalue et corrige ses erreurs, et c'est comme ça que petit à petit, il donne la cohérence à son monde. Mais ça fait beaucoup de travail, hein. Il y a du plaisir quand même là-dedans. Mais c'est énorme, c'est épatant de se dire qu'un jeune enfant comme ça est capable de tant de choses. Bon, mais ce travail, il ne le fait pas contraint et forcé, il le fait naturellement. Voilà, c'est dans son développement normal. Et il faut savoir que dans ce travail, entre guillemets, c'est un plaisir pour lui, et il faut à l'enfant, au jeune enfant, beaucoup de plaisir pour se construire. C'est pour ça qu'il faut réduire au maximum les contraintes qui n'ont pas lieu d'être. Mais au contraire, il faut soutenir sa curiosité, sa vitalité, et aussi évidemment calmer ses pleurs, le réconforter, le consoler, être joyeux avec lui et pour lui. Et en tant qu'adulte, ne pas lutter avec un bébé pour avoir le dernier mot, car ça n'a pas de sens. Voilà, donc il faut en gros laisser tomber les exigences inappropriées avec les tout petits, comme leur demander trop tôt quand c'est pas encore l'heure, de prêter, partager, attendre. Merci pour toutes ces informations. Je comprends que les bébés ont besoin d'amour, de tendresse, de compréhension pour bien grandir
s'épanouir, être fort, courageux et surtout autonome plus tard. C'est exactement ça. Et autonome, il ne s'agit pas juste de bien manger tout seul ou de savoir mettre son manteau. C'est être autonome psychologiquement, savoir guider sa vie par soi-même, faire ses choix. Voilà, c'est ça l'autonomie au grand sens.